Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 15 mars. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. La MRC du Rocher-Percé lance son plan d'action sur la route du Rocher-Percé afin de s'appuyer sur ses forces et saisir les opportunités. Le regroupement des travailleurs bioalimentaires à la recherche d'employés. Le slingshot de Passepébiac a remporté les honneurs de la finale de la Ligue de hockey élite de la Baie des Chaleurs. Le magazine Gaspésie lançait son dernier numéro, Amour et mariage. Patrick Réel nous parle du centre de formation en entraînement à Chandler. Et le Musée de la Gaspésie vous présente l'exposition Tout un héritage qui est présentement à la bibliothèque de Chandler. Sur la route du Rocher-Percé, voici comment se nomme le plan de développement stratégique de la MRC du Rocher-Percé qui a été lancé en conférence de presse mercredi dernier afin de connaître les enjeux importants. Sur la route du Rocher-Percé est le plan de développement stratégique de la MRC du Rocher-Percé. Ce plan a été proposé à la population mercredi en conférence de presse. C'est le fruit d'un important travail de consultation, de réflexion et de concertation qui a mobilisé les élus, les citoyens et les forces vives de la communauté durant ces derniers mois, nous explique Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Bien, aujourd'hui, on a présenté à la population de la MRC du Rocher-Percé les 4 enjeux sur lesquels on allait travailler au cours des 4 prochaines années pour le développement stratégique de la MRC. L'enjeu numéro 1, c'est qu'on veut devenir le territoire récréo-touristique numéro 1 au Québec. Ça fait que tout ce qui touche le développement touristique avec Percé, puis que ça ait des retombées aussi sur l'ensemble de la région. On veut vraiment se positionner comme destination internationale. Fait que tous les efforts vont être mis dans ce sens-là, dans les représentations qui vont se faire au niveau du gouvernement. Aussi, l'enjeu numéro 2, c'est qu'on parle de diversification de l'économie. On a d'ailleurs déjà commencé chez nous dans Rocher-Percé avec, quand on regarde le projet de la cimenterie, quand on parle de toute la diversification dans le secteur des pêches, on parle aussi du secteur forestier, fait qu'il y a du travail là, qui a à faire là. Dans l'enjeu numéro 3, on parle de nos services de proximité, nos services dans les villages, nos services auprès de notre population âgée avec le service externe de gériatrie ambulatoire dont la construction devrait débuter au printemps. Puis devenir un pôle aussi en développement auprès des personnes âgées, parce qu'on sait que dans le milieu, quand on adapte nos infrastructures aux personnes âgées, on l'adapte aussi pour les personnes handicapées, on l'adapte pour les jeunes familles, ça fait que c'est toute la population qui en bénéficie. Puis le 4e enjeu, qui est de maintenir et de développer nos infrastructures de transport, puis on sait qu'il y a un gros enjeu actuellement au niveau du transport, donc avec le transport collectif, avec la régie du transport, on parle du train, puis on parle de l'aéroport. Fait que d'avoir un aéroport vraiment là, l'aéroport régional de Rocher-Percé pour justement répondre qui vient répondre aux besoins là, du tourisme. Si on parle d'aéroport, comment on s'y prend? On amène ça devant le gouvernement? Qu'est-ce que vous voyez dans les prochaines années avec ce plan-là? Comment vous allez vous y prendre? Je vous dirais déjà qu'au niveau du plan, nous, ça fait déjà 2 ans là, qu'il y a eu beaucoup de consultations qui s'est fait dans le milieu à travers différents programmes. Puis nous, il y a déjà depuis 2 ans, il y a des études qui se sont faites. Il y a des discussions actuellement qui sont en cours. Puis je dirais que nous, on continue d'avancer là-dedans. Il y a des sous aussi qui sont associés à ça. Il y a des sous qu'on est allé chercher auprès du gouvernement. Puis moi, là, je suis beaucoup pour la stratégie des petits pas, mais l'important, c'est d'arriver à destination, puis d'arriver là à concrétiser là, des actions pour justement répondre à ces enjeux-là. Il n'y a rien qui va être fait n'importe comment. On a maintenant un plan et on doit s'adhérer à ça, là? C'est ça. Puis ça a été accepté. Ce plan-là a été accepté par la population, a été accepté par les maires, par les conseils municipaux. Tout le monde a été impliqué. Ça fait que ça nous donne vraiment, là, au lieu de saupoudrer des actions un petit peu partout, là, c'est vraiment concentrer nos efforts
rapport sur des actions qui ont été priorisées pour justement dire, bon, ben quand on a fait la première marche, ben, on est capable d'embarquer sur la deuxième puis sur la troisième. Fait qu'on est sur la route du Rocher-Percé puis on avance tout le monde ensemble. Puis le plan stratégique de la MRC, il appartient à toutes à toutes nos organisations, aux groupes communautaires, à la population, aux conseils municipaux. Ça fait qu'on a tous un rôle à jouer. Il y a des rencontres qui vont avoir lieu d'ici la fin mars. Le ministre d'Amour nous a promis qu'il venait dans la MRC puis nous faire des annonces. Fait que nous, puis je vous dirais que ça m'a fait plaisir, il y a 2 semaines passées, de remettre au ministre d'Amour. Là, ça a été, il l'a eu avant tout le monde, puis je lui ai dit, écoutez, voici, là, vous avez le plan qui a été approuvé par toute la population de la MRC. Voici sur quoi nous travaillons. Cette heure-là, quand vous allez défendre nos dossiers, bien, vous allez pouvoir l'amener au Conseil des ministres et dire, gars, écoutez, là, c'est pas des choses qui sont abstraites, c'est vraiment concret. Puis ce qui a été écrit là a aussi un impact sur l'ensemble de la Gaspésie. Alors, on peut dire que le portrait a été dressé et que les gens plus haut placés ont maintenant un beau portrait de la Gaspésie, de la région de la MRC du Rocher-Percé. Oui, la table est mise. Maintenant, on continue de travailler concrètement pour la réalisation des actions qui sont là, dans la stratégie de planification stratégique. Dès maintenant, les diverses instances et organisations de la MRC du Rocher-Percé sont appelées à se mobiliser pour mettre en œuvre les actions concrètes proposées dans le plan de développement sur la route du Rocher-Percé. Nous avons appris dernièrement que Mme Louboutillier allait tenter sa chance en politique fédérale. J'ai profité de l'occasion pour lui poser quelques questions concernant cette nouvelle. C'est la période d'investiture. Donc, tant que la période d'investiture n'est pas terminée, ça fait qu'on va voir là, après ça qui va être le candidat officiel qui va représenter aux prochaines élections fédérales, qui va représenter le Parti libéral du Canada, parce que je me présente là, sous la bannière du Parti libéral fédéral. Ce qui a motivé, je vous dirais que moi, j'ai commencé à être approchée au mois de novembre pour avoir quel était mon intérêt, puis quelle place que moi je pourrais jouer au niveau du développement de la région. C'est une longue réflexion parce que c'est un immense territoire. On parle, le découpage de la carte électorale s'est fait il y a 2 ans passés. On parle d'un territoire de plus de 760 kilomètres, plus les îles de la Madeleine. On parle d'une 30aine de municipalités. C'était un gros défi, mais en même temps, moi, je me disais, on a besoin d'être au fédéral. Ça fait trop longtemps actuellement qu'on n'est pas là. Il y a des sous qui sont au fédéral. On a des projets importants dans le milieu qui requièrent l'implication du gouvernement fédéral. Puis je me suis dit, je peux bien être dans mon salon à chialer puis me dire on aurait besoin d'avoir quelqu'un au fédéral, mais j'ai dit, bon, ben écoutez, dans toute ma réflexion, j'ai dit, bon, je vais faire le pas, je vais y aller, puis à la grâce de Dieu. Vous sentez que vous pourriez faire une différence, que vous voyez des choses que les autres ne voient pas nécessairement? Bien, effectivement, je pense que je peux faire une différence parce que ça fait 4 ans là, que je suis à la préfecture. Ça fait 4 ans là, que je travaille. J'ai des connaissances sur les enjeux régionaux des MRC qui sont impliqués, sur les enjeux locaux. Je connais les gens, je sais ce qui se passe. Ça fait que je peux être là, un bon porte-parole. Puis habituellement, je suis un bon chien. Là. Quand je mords le morceau, là, je lâche pas. Je suis quelqu'un qui avance toujours. Ça fait que j'ai pas beaucoup de reculons là, sur ma transmission. Là. Alors, vous êtes sur un bon air d'aller, dans le fond? Oui, je suis sur un air d'aller. Puis, mais on va d'abord, là, on se concentre sur l'investiture. Puis, par après, ben on aura là, les autres étapes. Là, on verra ce qui va se passer. Alors, sûrement une plateforme qui va ressembler un peu à ce qui s'est démontré ici aujourd'hui pour la MRC, tourisme, développement et... Oui, puis autre chose aussi là, qui concerne l'ensemble de la région. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Maintenant, le regroupement des travailleurs du secteur bioalimentaire situé à Grande-Rivière est à la recherche d'employés pour la prochaine saison. Alors, pour en savoir davantage, allons rejoindre Mme Sylvie Ritchie. M. Shannon a fait la tournée des usines au début du mois de janvier.
Puis, c'est ça, les industriels, selon leur évaluation de besoin de main-d'œuvre, ils auront besoin de 115 personnes dans le secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse et de 20 personnes dans le secteur de Passepébiac. Pour les travailleurs d'usine, c'est directement, on n'a pas de préférence si on a de qualification ou pas. Les gens peuvent venir s'inscrire ici directement. Ils n'ont pas besoin d'expérience. Ils peuvent apprendre directement le travail sur place. Il y a des contremaîtres qui peuvent leur montrer comment se fait le travail. Puis, c'est comme je vous disais, les gens viennent s'enregistrer ici au regroupement des employeurs secteur bioalimentaire. Puis, la journée, c'est du lundi au vendredi, de 8h à 16h du lundi au vendredi. Alors, il faut qu'ils se déplacent ici à Grande-Rivière, par contre? Oui, c'est ça. Il faut qu'ils viennent nous voir directement ici à l'École des pêches, au 167 La Grande Allée Est de Grande-Rivière. Puis notre bureau est le 129 à l'École des pêches de Grande-Rivière. Dis-moi, Mme Ritchie, est-ce qu'on peut expliquer un peu en quoi consiste ce travail-là pour certaines personnes qui ne savent pas c'est quoi le travail d'usine, dans le fond? Bien, exactement. Le travail en usine, c'est travailler, maintenant comme dans le poisson-soie, le crabe, le homard, le poisson de fond comme le turbo, le flétan et la morue, et le hareng, ainsi que le maquereau. C'est vraiment, là, c'est de genre comme décortiquer, casser les pattes, les queues, les pinces aussi, là. Pour faire des envois, ce poisson-là, ces crustacés-là sont traités pour être envoyés, là. Oui, c'est envoyé vraiment soit dans la région ou envoyé à l'extérieur du pays, là. On parle de combien d'heures semaine, ce travail-là? Aux environs, je vous dirais, c'est à peu près entre 40 à 60 heures par semaine. Là, tout dépend là, des opérations qu'il y a à faire dans les usines de pêche. Alors, vous ne demandez pas de qualificatif, mais c'est quand même exigeant. Alors, on demande quand même des gens en forme un peu. Oui, c'est que les gens, là, vraiment, qui soient assez en forme, mais que ça dépend du travail là, qu'ils ont à faire là, en usine de pêche, là. OK. Alors, c'est pour la période, ça commencerait bientôt? Oui, les débuts des opérations devraient être aux environs du 20 avril. Tout dépend là, de l'état là, des glaces qu'il y a en mer, là. OK. Alors, ce serait pour la période printemps et estivale et peut-être jusqu'à l'automne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, on invite les gens à communiquer avec vous? Oui, ils peuvent nous communiquer au 418-385-1583, poste 108. Pour la première année d'existence de la Ligue de hockey élite de la Baie des Chaleurs, c'est le Slingshot de Passepébiac qui sont les grands gagnants. Notre nouveau collaborateur, Martin Plouffe, a rencontré le responsable aux communications, M. Marc Loisel. Marc Loisel, d'abord, merci de nous accorder cet entretien. J'aimerais, dans un premier temps, on vient de terminer, en fait, la première saison de la Ligue élite de la Baie des Chaleurs. Exactement. La Ligue de hockey élite. Quel bilan on pourrait tirer de cette première année? Bien, je pense que c'est une première année qui est très positive. On s'est embarqué dans un corridor de hockey, une zone inconnue, parce que, d'un, la réglementation était changée aussi, parce qu'on s'entend que cette ligue-là a apporté une autre dynamique de hockey. C'est une ligue auquel on mettait plus l'emphase sur le talent d'hockeyeur que sur le talent de bagarreur, si on veut, parce qu'à l'époque, on a eu du hockey qui mettait en évidence ce genre de hockey-là avec beaucoup plus de robustesse. Et on a permis à des jeunes joueurs de talent d'évoluer, de montrer à la population leur capacité au niveau du hockey. Alors, c'est tout nouveau. C'est évident que ça a été un changement de culture, un ajustement également au niveau de la réglementation, autant pour les officiels qu'autant pour les joueurs. Mais je pense que dans l'ensemble, si on prend un genre de recul de pas en arrière depuis le début de la saison, on a été en pente. C'était en augmentant tout le temps. Autant de l'assistance, Oui. de l'engouement pour les joueurs, le désir de vaincre, puis c'est réussir à s'ajuster à notre style de jeu qu'on voulait préconiser, qui était le hockey, la rapidité, les jeux de finesse. Puis, en tout cas, ainsi de suite au niveau du hockey. Est-ce qu'on reconduit la Ligue pour une deuxième année? Ben, c'est à espérer qu'on le reconduit. Je pense que c'est récent. Le dernier match, c'était la semaine passée. Alors, d'après moi, dans les autres équipes de la Ligue, là, c'est sûr et certain que moi, je suis à Passepébiac, mais les autres équipes, je pense bien que Bonaventure, New Richmond et Carleton vont sembler probablement très intéressés de continuer. D'après moi, ce n'est que positif ce qui s'est passé dans cette ligue-là. Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'il y a des joueurs là-dedans qui ont joué dans du hockey peut-être de plus haut niveau que ça, et aujourd'hui ont la chance de participer encore à ce genre de hockey-là. Il faut comprendre aussi que on a réussi à avoir des jeunes joueurs que d'habitude on n'aurait pas vu évoluer dans les ligues à cause qu'ils étaient limités par la crainte de blessures ou de coups des fois un peu plus vicieux parce qu'on fait affaire avec des joueurs de hockey qui ont joué partout au Québec.
dans les anciennes ligues, donc qui amène un risque plus élevé. Alors, on a vu des jeunes joueurs se greffer à ces équipes-là, puis qui nous ont donné de très bons spectacles de hockey. Des joueurs qu'on n'aurait pas vus dans la Senior 2A. Qu'on n'aurait pas vu par normalement exemple. dans le Senior 2A. Ouais, ok. Alors, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Puis, les gens, au début, c'était un petit peu plus difficile. Je parle plus de notre secteur parce qu'on a une culture Senior 2A qui, soit dit en passant, n'est pas mauvaise en soi. Là. C'est un autre monde de hockey. OK? C'est un autre style de hockey. Alors, mais pour garder notre hockey en région, pour être capable de rentabiliser notre hockey, je pense que ça nous prenait ce chemin-là, cette route-là. Alors, d'après moi, là, on est sur la bonne voie. Puis ça serait une très, très bonne idée de travailler afin de continuer la mise en place de cette ligue-là. Cette année, donc, il y avait 4 équipes. Exactement. Est-ce que l'année prochaine, on vise... Je ne sais pas au niveau de la Ligue, au niveau des dirigeants, à quoi ils s'attendent. Sauf que le sérieux de l'affaire, c'est que c'est très personnel comme opinion, c'est qu'on avait parti une Ligue avec une dynamique et il faut conserver cette dynamique-là. Alors, ce que je me dis là-dedans, c'est qu'avant de greffer qui que ce soit, il faut être très conscient qu'il faut garder la même philosophie, la même orientation de hockey. Alors, il faut s'associer à des équipes de hockey qui vont voir ce hockey-là de la même façon que nous. Alors, ça ne veut pas dire que les portes sont fermées, bien au contraire. Bien au contraire, il faut aller de l'avant avec ça. Sauf que je pense que cette année, c'était une belle saison. C'était une belle saison parce que ça nous a permis de voir qu'il y a des jeunes qui sont intéressés. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont déjà hâte de recommencer l'an prochain. Le public, donc, ça a été en augmentant. Le public, c'est en augmentant. Si je regarde nos adversaires, dans notre cas cette année, au niveau de Passepébiac, avec Bonaventure, New Richmond et Carleton, d'après moi, eux, ça a été assez facile d'amener leur public. Parce qu'il y avait eu quelques années, il y a eu les ligues des côtiers, ainsi de suite. Et depuis le départ de cette ligue-là, bien, ces villes-là n'avaient plus de hockey. Chez nous, on est habitué du Senior 2A. On avait une autre culture de hockey. C'était un petit peu plus difficile de rééduquer notre public puis de les amener à l'aréna pour venir voir nos matchs de hockey. Mais je peux te dire dans les dernières parties, ça commençait vraiment à être intéressant. Parce que ça se véhiculait à travers la place, à savoir que le hockey était quand même... On avait des bons shows, des bons spectacles de hockey. Alors, d'après moi, c'est en grandissant, puis je pense que c'est la grandeur de la Ligue. Alors, c'est à souhaiter que ça continue. Puis, il faut s'adapter à ça. Hein. On a une réalité régionale qui est comme ça. On a une réalité qui fait que la vie, elle n'est pas facile. Hein, comme on dit bien souvent, il faut être fait fort pour vivre à Gaspésie. Alors, si on veut avoir de la continuité là-dedans, il faut y aller ensemble. Et on est une bonne preuve cette année parce que le Slingshot de Passepébiac, qui ont gagné les séries cette année. Le Slingshot de Passepébiac est une équipe qu'on avait de la difficulté à avoir des alignements complets. Il y a des jeunes joueurs, des fois, qui se greffaient aux équipes pour nous permettre d'avoir un alignement complet pour jouer soit contre Bonaventure, New Richmond ou Carleton. Alors, on le faisait, on forçait la note pour au moins que nos parties aient lieu. En dernier, on a réussi à avoir nos alignements complets. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué dans les séries, mais ces joueurs-là nous avaient permis de jouer des matchs pendant la saison régulière. On avait un alignement complet. Et on s'est rendu compte que ces gars-là étaient contents. Ils étaient contents de gagner, puis ils étaient contents de voir comment la Ligue fonctionnait. Puis ils étaient dedans, donc. Je peux te dire qu'ils étaient dedans, puis pas à peu près. Alors, c'est très positif. Et je suis convaincu que l'an prochain, les équipes de New Richmond vont sûrement tenter de s'améliorer. Les équipes de Carleton vont s'améliorer. Passepébiac aussi va s'améliorer. Et certainement, Bonaventure va tenter de s'améliorer également. Le magazine Gaspésie procédait au lancement de son dernier numéro intitulé « Amour et mariage ». Le tout se déroulait du côté de la Gospel Chapel à Bonaventure sous forme de causerie. Selon Jean-Marie Fallu, rédacteur en chef du magazine Gaspésie, le besoin d'aimer et d'être aimé est vieux comme le monde. L'est tout autant ce désir de concrétiser l'amour entre deux êtres par le mariage. Le thème, dans le fond, c'est une causerie sur l'amour et le mariage. Et puis, c'est un thème qui a intéressé beaucoup les gens parce que de toute époque, on a vu que le sentiment amoureux prenait... c'était pas toujours évident à l'époque, là, mais on écrivait beaucoup. Ce que j'ai retenu, moi, les gens échangeaient leurs sentiments par lettres autrefois. Et puis, il y avait tout un rituel, la fréquentation, la grande demande, puis il y avait jusqu'au mariage. Et puis aussi, on a eu deux conférenciers très intéressants, M. Hector Lévesque, qui a participé au congrès marial de Kaplan de 1954. Il y a eu le même jour 13 mariages en même temps. Et puis aussi, Mme Mélène Leclerc, qui a intervenu comme conférencière pour nous parler de... Elle est une Gaspésienne d'adoption et elle est française d'origine. Alors, elle nous a raconté qu'est-ce que c'était à l'époque. Sa mère, son père était prisonnier des Allemands, puis sa mère vivait comme telle
à Cherbourg. Et lui de l'Allemagne, mais il correspondait. Alors, il s'envoyait des lettres d'amour et c'était pas toujours évident sous l'occupation allemande, là. Alors, c'était très, très apprécié, entre autres, ces deux témoignages-là. Pour la Baie des Chaleurs, on a des photos de mariage. On a un très bel article d'Estelle Allard, qui était photographe de mariage. On a aussi un texte sur les robes de mariée. On a aussi plusieurs textes sur des mariages multiples, quadruples, et puis des mariages aussi qui étaient interdits, comme entre des protestants et des catholiques. C'était mal vu du côté du clergé. Aussi des mariages qui... C'était pas évident d'aller... pour une femme, lorsqu'elle quittait le célibat pour aller pour se marier, ben, elle devenait presque dépendante de son mari, parce qu'il n'y a aucune loi qui protégeait la femme. Avant 1960, là, la femme ne pouvait même pas signer des chèques. Alors, on voit que plusieurs témoignages nous font voir que pour certaines femmes, c'était comme le mariage était des fois considéré comme une prison, parce que à l'époque, du moment que tu te mariais, il n'était pas question de revenir en arrière, là. Alors, les gens se mariaient pour le meilleur et pour le pire, alors qu'aujourd'hui, on se marie seulement pour le meilleur. Le dernier numéro du magazine Gaspésie, intitulé Amour et mariage, est enfin disponible dans certains kiosques de la région. En collaboration avec l'équipe du développement social de la MRC du Rocher-Percé, je vous présente cette semaine Patrick Réel, qui nous parle du centre de formation pour les entraîneurs situé à Chandler, dont il est l'instigateur. Moi, c'est Patrick Réel. Je suis enseignant à la polyvalente Monseigneur Sévigny à Chandler et je suis également entraîneur de badminton depuis maintenant 12 ans. Et je suis allé chercher une formation qui est entraîneur niveau 4, qui m'a donné une certaine expertise en entraînement. Et suite à ça, je préside l'association régionale de badminton de l'Est du Québec. Je suis également un peu là, à l'origine du centre de formation en entraînement duquel on va discuter aujourd'hui. Durant ma formation niveau 4, j'ai eu à étudier un peu l'écart qu'il y avait entre les athlètes de notre secteur, les athlètes de notre région, puis les athlètes de haut niveau, et ce, dans le multisport. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas toujours un bon développement qui se faisait en région. On avait parfois un développement qui était plus technico-tactique et on ne misait pas sur tous les facteurs essentiels de la performance. En même temps, celui qui entraîne en région, c'est souvent papa, maman, des bénévoles qui donnent tout ce qu'ils ont, leur temps, leurs compétences, pour essayer de pousser le rêve de nos athlètes le plus loin possible. Et on ne peut pas vraiment leur exiger d'aller être expert dans tous ces facteurs de la performance. Et c'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'on pourrait, nous, ici, développer une expertise dans notre région qui pourrait essayer de faciliter l'entraînement, l'encadrement de ces entraîneurs-là. En soi, le centre de formation a 3 objectifs. Le premier est de fournir des opportunités de formation aux entraîneurs de la région. On y arrive entre autres avec la tenue d'un colloque annuel qui traite de différents facteurs de la performance comme la nutrition, la préparation physique, la préparation mentale et bien sûr le développement technico-tactique avec tous les aspects de leadership. Le deuxième grand objectif du centre de formation, c'est de faire le suivi auprès de ces entraîneurs-là. C'est intéressant de recevoir une formation comme celui qu'offre le centre de formation. Par contre, d'arriver dans son gymnase, dans son aréna, puis de mettre en pratique ces connaissances-là, c'est une autre paire de manches. Et c'est là que le centre de formation va venir appuyer ces entraîneurs-là dans la mise en place des différentes connaissances, du moins de ce qu'ils veulent développer. Je m'appelle Maryse Baudin, puis j'entraîne le volleyball à la polyvalente à Chandler. Moi, j'ai suivi comme une formation avec Patrick Réel. C'est la formation avec le centre de formation, justement, que lui-même a bâti avec plusieurs de ses collègues. C'est en prenant cette formation-là, je voulais aller chercher comme d'être meilleur entraîneur, d'être capable de faire des belles pratiques, puis que les jeunes puissent apprendre vraiment. Fait qu'avec lui, j'ai pu apprendre à faire des plans annuels pour faire les pratiques, justement, voir qu'est-ce que je faisais pas de correct pour m'améliorer. Ça m'a beaucoup aidé dans ce sens.
On apprend justement beaucoup de choses, puis des fois, on pense qu'on fait des choses correctement. Puis en prenant la formation, on voit vraiment qu'il faut vraiment persévérer puis motiver nos jeunes tout le temps pour qu'ils soient meilleurs. Le troisième objectif du centre est de créer une unité, de créer une cohésion envers les différents acteurs, différents entraîneurs multisports de notre secteur. Et l'idée est de récompenser, de valoriser ces entraîneurs-là qui sont bénévoles, qui travaillent fort pour amener, malgré leur niveau de connaissance, l'athlète le plus loin qu'il peut aller. Alors, je pense que c'est par l'entraide, c'est par le partage de nos expertises qu'on va réussir comme communauté à non seulement développer notre talent, développer le talent des jeunes au maximum de leur potentiel, mais aussi s'assurer, et c'est une mission primordiale dans le centre de formation, s'assurer que les jeunes développent de saines habitudes d'entraînement et qu'ils évitent les blessures et les frustrations et qu'ils développent une vie active, et ce, tout le long de leur vie. Le Musée de la Gaspésie vous propose l'exposition Tout un héritage. Cette exposition, qui se tient dans les vitrines de quelques bibliothèques participantes, est composée d'objets et de pièces de collection personnelle du patrimoine local et régional. Pour cette deuxième semaine, l'exposition que le musée vous propose est celle de la bibliothèque à Chandler. En septembre 2014, nous avons demandé à la population d'explorer leurs greniers, leurs sous-sols et leurs garages à la recherche d'objets et de documents anciens, rares et importants pour l'histoire de la Gaspésie. Voici les découvertes que nous avons faites pour la MRC du Rocher-Percé. Les objets de cette vitrine sont des souvenirs de guerre ayant appartenu au soldat gaspésien Ernest Nicolas et qui nous ont été prêtés par sa fille, Madame Madeleine Nicolas de Grande-Rivière. Ernest Nicolas s'est engagé comme volontaire dans l'armée canadienne à l'âge de 21 ans en juillet 1940. Il est affecté à l'unité des sapeurs du corps du génie royal canadien et arrive en Angleterre en avril 1941. Monsieur Nicolas et son unité vont participer le 6 juin 1944 à une des plus grandes offensives de la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement de Normandie. Son unité sera chargée notamment de rendre sécuritaire la route qu'emprunteront les troupes alliées pour la poursuite de la libération de l'Europe. Les objets de cette vitrine appartiennent à M. Stéphane Alain de Saint-Georges-de-Malbaie et M. Adrien Collin de Bougainville. Il s'agit d'un journal tenu par Jane Lepage qui habitait Bougainville et d'un voilier jouet construit par son père, Thomas David Lepage, pour son petit frère vers les années 1900. Jane tenait son journal depuis 1896 alors qu'elle n'avait que 13 ans. Au fil des pages, elle y consigne, à l'encre ou à la mine, ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Les activités agricoles ou de pêche, les gens qui rendaient visite à la maison, les mariages et les décès. D'ailleurs, Jane met le point final à son journal le jour du décès de son père en y inscrivant « Papa est mort, il est tombé malade le 15 octobre. C'était en 1908. » Cette vitrine propose des objets et documents relatifs à l'histoire de l'hôtel La Normandie de Percé et nous ont été prêtés par François Letourneau de Percé. L'hôtel La Normandie est construit en 1937-1938 par Joe R.H. Byrne, qui est aussi propriétaire de l'hôtel Victoria de Québec et du Belle Plage de Matane. À cette époque, l'hôtel dispose de 50 chambres avec salle de bain partagée entre deux chambres et il en coûte 1,50 $ pour une nuitée. En 1977, l'hôtel La Normandie est détruit par un violent incendie. Il sera reconstruit sur le même emplacement en 1978-79, dans un style qui rappelle le premier établissement. Il sera également l'objet d'importantes rénovations en 1983 et il est toujours possible aujourd'hui de séjourner à l'hôtel La Normandie. Durant toute l'année 2015, ces objets et documents seront présentés dans différentes bibliothèques publiques de la Gaspésie.
Rendez-vous aux bibliothèques de Percé, Barachois et Grande-Rivière pour découvrir ces petits trésors de notre histoire familiale, locale et régionale. Voilà, ceci complète l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.